Profitant de la trêve signée avec les Anglais, Charles VII a réformé en profondeur le royaume de France. Aussi bien économiquement que financièrement et surtout militairement, c'est un royaume nouveau qui renaît de ses cendres. En face, l'Angleterre sombre peu à peu dans la crise. Incapable de reprendre la guerre, elle subit également des agitations internes qui vont la déstabiliser, voire la paralyser. C'est le moment pour se focaliser sur la reconquête. À la conquête de l'histoire. La bataille de Formigny. La chute de la Normandie anglaise. Contrairement à Charles VII qui a eu raison de la praguerie, Henri VI n'arrive pas à enrayer l'agitation féodale qui conduit l'Angleterre à la guerre civile. Oncle d'Henri VI, le duc de Gloucester, conspire ouvertement. Il attaque devant le Parlement la politique du cardinal Beaufort et se pose en rival pour le pouvoir du comte de Suffolk. Gloucester dénonce la trêve signée avec la France en 1444, en exposant que c'est une erreur fatale de temporiser face à un adversaire qui se réarme. Suffolk l'ignore. Il considère la trêve comme un pas décisif vers la paix et craint les réactions intérieures face à une guerre de plus en plus impopulaire chez les Anglais. Critiquant sans cesse, Gloucester finit par être arrêté en 1447, emprisonné, et on apprend 5 jours plus tard qu'il est mort dans sa prison. Quelques jours après, c'est au cardinal de Beaufort de rendre l'âme. Seuls Henri VI et Suffolk restent au pouvoir, mais ils sont loin d'avoir en main la totalité de l'Angleterre. Les barons ne cessent de s'agiter. Le duc de Somerset veut prendre la place de Suffolk. Le duc Richard d'York commence à dire que par sa mère, il est issu d'une branche aînée par rapport aux Lancastre. Finalement, ce qui s'annonce, c'est le début de la guerre des Deux Roses qui ensanglantera l'Angleterre après la guerre de 100 ans. Entre 1445 et 1447, Anglais et Français ne cessent de négocier. Dunois se rend à Londres et la trêve est prolongée plusieurs fois. Il y a cependant des points de friction. Par exemple, un capitaine anglais qui refusait de libérer Le Mans doit être chassé militairement. L'Anglais s'en va occuper 2 petites villes, Mortain et Saint-James-de-Beuvron, qui ne sont pas défendues. Le duc François Ier de Bretagne proteste immédiatement. Son duché est menacé. Le Breton, qui déteste les Anglais, ainsi que Charles VII, crie ouvertement à la violation de la trêve. On négocie toujours, mais le ton monte. Somerset se fait de plus en plus arrogant. Il rappelle que les villes en question, si elles sont situées à la frontière bretonne, sont normandes. Puis il se questionne ensuite sur le bien fondé de la présence de la Bretagne dans le traité. On lui rappelle vertement que le duc François de Bretagne est bel et bien sujet, vassal et neveu du roi de France Charles VII. Le temps du duc Jean IV de Bretagne est passé. Ce dernier retournait sa veste régulièrement, tentant de ne prendre véritablement parti pour personne. Le nouveau duc de Bretagne, François Ier, a une toute autre attitude. Il est allé spontanément prêter hommage au roi de France et se range totalement du côté du Valois. En 1449, la tension monte d'un cran. Alors qu'une nouvelle conférence de paix s'ouvre, François de Surienne, dit l'Aragonais, l'un des meilleurs capitaines d'Henri VI, prend par surprise la ville de Fougères le 24 mars à l'instigation de Suffolk et de Somerset. C'est une véritable provocation pour le roi de France. Immédiatement, le maréchal de Loéac se porte sur la frontière bretonne avec 300 lances, renforcé par l'amiral de Coëtivy. Somerset écrit une lettre au roi de France, lui indiquant regretter ce coup d'éclat isolé, mais qu'il n'a de toute manière aucune intention de rendre la ville. Le 15 mai, les Français répliquent. La petite place forte de Pont-de-l'Arche est assaillie puis prise par Jean de Brézé et Robert Floquet. Puis les jours qui suivent, ce sont Gerberoy dans le Beauvaisis, Conches en Normandie et Cognac en Guyenne qui tombent. Pris de panique,
Somerset écrit à Londres et déclare le duché indéfendable. Du côté français, une fois n'est pas coutume, on ne se précipite pas. Charles VII assemble son grand conseil le 17 juillet près de Chinon. Les princes de sang sont là, chacun parle à son tour. Ils sont unanimes. Le roi de France a fait plus que ce qu'exigeait la justice. Le viol des trêves est à imputer aux Anglais et qu'il y aurait déshonneur pour le roi à ne pas défendre son peuple en expulsant les Anglais. Le conflit se pose bel et bien en termes nationaux, mais on n'oublie cependant pas les vieilles notions chevaleresques. Le jour même, Dunois est nommé lieutenant général des marches au-delà des rivières de la Somme et de l'Oise, jusqu'à la mer. Et le connétable de Richmond, oncle du duc François, avait la charge de la frontière de Bretagne. Le 31 juillet, Charles VII reçoit les ambassadeurs anglais. On les informe que le temps des discussions est terminé et que la reconquête a commencé. Le plus sage est d'attaquer en premier lieu la Normandie. Alors qu'en Guyenne, les Anglais jouissaient encore d'un soutien important dans la population, en Normandie, les Anglais étaient incapables de faire régner l'ordre depuis des décennies. Des parties du duché étaient en insurrection ouverte contre l'occupant depuis des années, et les partisans de Charles VII bénéficiaient systématiquement du soutien de la population lors des coups de main organisés un peu partout dans le duché. La belle attitude des troupes de Charles VII, disciplinées et payées, entretenait la flamme de la résistance des Normands. On savait que l'armée du Valois s'abstenait de piller. Du côté anglais, Henri VI ne payait pas ses hommes. À procéder de la sorte, il perd sur les deux tableaux. Les hommes pillaient et étaient donc impopulaires, et ils étaient aussi prêts à négocier rapidement des redditions. La campagne de Normandie commence le 20 juillet. Dunois lance Brézé contre Verneuil, dont un guetteur complice ouvre les portes. Alors que la garnison anglaise se réfugie dans une tour de la ville, Dunois marche au-devant de l'armée de secours venant de Rouen et dirigée par Talbot. Dès qu'il apprend que les Français sont à sa recherche, le capitaine anglais tourne casaque et retourne s'enfermer derrière les murs de Rouen. Dunois s'installe ensuite à Évreux, où il fait sa jonction avec l'armée du comte de Saint-Paul, arrivant de Picardie. En quelques semaines, la plupart des villes normandes ont ouvert leurs portes aux Français. Le 30 août 1449, Charles VII tient pour la première fois depuis longtemps son conseil en Normandie, dans la ville de Louviers. Après la chute de Mantes et de Vernon, Saint-Paul s'en va réduire les dernières résistances anglaises sur la rive droite de la Seine, tandis que Dunois fait de même sur la rive gauche. Pendant ce temps-là, le duc d'Alençon rentre sans peine dans Alençon. Après des années d'exil forcé, il retrouve enfin ses terres. Il ne reste maintenant plus qu'à prendre Rouen pour en finir avec le blocage de la Seine par les Anglais. Les troupes anglaises sont prostrées derrière les murs de la ville. L'effondrement en seulement 2 mois de la Normandie anglaise a été brutal. L'entrée en guerre des Bretons n'a fait qu'aggraver les perspectives des Anglais, qui ne peuvent guère faire plus qu'envoyer un appel à l'aide à Londres. Le duc de Bretagne laisse le siège de Fougères à son frère et il pénètre en Normandie, occupe Coutances, Granville, Saint-Lô, puis Carentan et Valognes. À la mi-octobre, l'affaire est terminée. Il revient à Fougères, lance l'assaut sur la ville qui tombe le 5 novembre, puis y pose ses quartiers d'hiver. L'armée royale arrive devant Rouen le 9 octobre. Charles VII commande en personne. Le 16 octobre, Dunois lance une diversion devant une porte au nord de la ville, puis lance le gros de l'assaut au niveau de la porte Saint-Hilaire à l'est, que des bourgeois complices venaient d'ouvrir. Talbot réagit à temps, et Dunois est forcé de reculer. Les Anglais font massacrer les bourgeois suspectés d'avoir trempé dans l'opération. Ils se mettent ainsi définitivement à dos toute la population. Des réunions publiques se font au grand jour et les habitants font savoir au roi qu'ils sont prêts à l'aider. Charles VII promet de laisser partir librement les Anglais s'ils acceptent de remettre la ville. Somerset refuse de capituler. Le 19 octobre au matin, l'insurrection éclate en ville et les Anglais sont obligés de se retrancher dans le château. Le soir même, Dunois fait son entrée dans Rouen.
Les Anglais du château font alors face à une pluie de boulets. Somerset tente encore vainement de négocier, mais il doit bien finir par capituler et accepter toutes les conditions de Charles VII. Cession immédiate des villes de Caudebec, Tancarville, Arques et Montvilliers. Le 29 octobre, les Anglais quittent le château sous les huées des habitants et prennent le chemin de Caen. Le 10 novembre, Charles VII fait son entrée solennelle dans la ville. C'est un triomphe. La population est en liesse et le spectacle proposé par cette armée bien ordonnée impressionne jusqu'à Talbot. Le vieil homme, retenu prisonnier comme otage, il sera libéré quelque temps après, ne peut s'empêcher d'admirer les soldats français. Cette victoire, si elle est avant tout militaire, est aussi économique. En effet, la Seine est maintenant libre de toute entrave anglaise. Le blé, le vin, les harengs, le bois, les outils, les draperies, toutes les marchandises allaient de nouveau pouvoir circuler sans problème sur cette artère vitale pour la France. Si Rouen est libérée, la campagne ne s'arrête pas pour autant avec l'hiver. Dunois poursuit l'avantage pris pendant l'été. Harfleur capitule le 1er janvier 1450, puis c'est Honfleur qui tombe le 18 février. Les Anglais n'ont cependant pas totalement abandonné. Les multiples appels au secours de Somerset ont été entendus. Le 15 mars, Thomas Kyriel débarque à Cherbourg avec une armée forte de 6500 hommes. Par Valognes et Caen, il avait l'intention de marcher sur Rouen. L'histoire se répétait. Comme en 1336, comme en 1415, les Anglais comptaient lancer une chevauchée victorieuse. Partie du Cotentin pour se terminer par l'écrasement des Français quelque part dans les environs de Crécy ou d'Azincourt. Charles VII confie à Charles Clermont, duc de Bourbon, le commandement de l'armée qui doit arrêter l'avancée anglaise. Il ne dispose que d'environ 3000 soldats. Après avoir pris Valognes, Kyriel franchit la Vire, au gué de Saint-Clément, puis prend la direction de Bayeux. Le tout sans trop de soucis, malgré les embuscades tendues par les paysans de la région, furieux de voir les Anglais de retour. C'est à ce moment-là que Clermont tombe sur les Anglais, avant d'avoir fait sa jonction avec Richemont, qui est encore du côté de Saint-Lô. Le chef de l'armée française n'engage pas le combat. Il préfère attendre que Richemont arrive avant de se lancer dans la bataille. Ses soldats ne sont pas du même avis. Ils sont furieux de voir les Anglais passer la Vire tranquillement, et menacent de se mutiner si on ne se bat pas. Kyriel pouvait donc prendre sans encombre la route de Bayeux puis de Caen, pour aller renforcer Somerset. Il faut donc faire quelque chose. Il vaut en effet mieux affronter Kyriel maintenant sans attendre le renfort de Richemont, plutôt que d'affronter Kyriel et Somerset sans être assuré que Richemont l'aurait rejoint à ce moment-là. Le 14 au soir, les Anglais bivouaquent à Formigny. Clermont tente une dernière liaison avec le connétable en lui envoyant un messager. Il lui donne rendez-vous à Formigny au petit matin. Le 15 avril, quand les Anglais aperçoivent les troupes françaises, ils réalisent que la bataille se profile. Kyriel envoie Matthew Gowf à Bayeux pour demander des renforts. Comme à leur habitude, les Anglais profitent du temps à leur disposition pour creuser avec leurs épées et leurs dagues des fossés, ériger des palissades, installer quelques pieux sur lesquels les chevaux des Français viendraient se briser les pattes et s'empaler. Un petit fort, appelé le Taudis, est également construit à l'est du village de Formigny, pour protéger l'arrière de l'armée anglaise. Quand il devient évident que la bataille va s'engager, Kyriel fait rappeler Gowf, et ce dernier revient à Formigny avec quelques troupes qu'il a pu rassembler à Bayeux. Ce que le capitaine anglais semble avoir oublié, cependant, c'est qu'en 100 ans, les armes ont évolué, et que la France dispose désormais d'une artillerie. Nous ne sommes plus à Crécy. C'est Kyriel qui commande l'aile droite, qui compose le gros des troupes, et est constitué principalement d'archers. Gowf, qui revient de Bayeux, prend position avec ses 1500 hommes sur la gauche du dispositif anglais, et se dispose de l'autre côté du pont sur le ruisseau du Val. Quand Clermont arrive sur place, il ne lance pas de charge immédiatement, puisqu'il attend l'arrivée des renforts de Richemont. L'armée française,
intelligemment, s'arrête à environ 600 mètres des lignes ennemies, à l'abri des flèches anglaises. Les Français se mettent en formation puis attendent pendant plusieurs heures. Les plus vieux capitaines enjoignent à la prudence, tandis que les autres veulent en découdre immédiatement, malgré leur large infériorité numérique. Vers midi, les coulevrines du génois Giribaud s'avancent, protégées par quelques centaines d'arbalétriers et quelques hommes d'armes. Les pièces d'artillerie font pleuvoir sur les Anglais une grêle de petits boulets. Contre une muraille, il n'aurait eu aucun effet, mais contre des hommes et des chevaux, ils font des ravages. Matthew Gough réagit le premier. Il envoie 500 archers de l'autre côté du pont pour attaquer l'artillerie, et sous une pluie de flèches, les troupes françaises sont décimées et les coulevrines capturées. En réaction, Clermont envoie Pierre de Brézé et plusieurs centaines d'hommes renforcer les troupes françaises en difficulté et tenter de reprendre le contrôle de l'artillerie. Le combat au corps à corps s'engage. L'affrontement dure plusieurs heures. Il est équilibré pendant un temps, mais le large avantage numérique des Anglais commence à peser. Quelques jours plus tard, un rapport de l'amiral de Coëtivy dira qu'à ce moment-là, si les Anglais avaient lancé une attaque massive, les troupes françaises auraient été débordées, ce qui aurait fait basculer le sort de la bataille. Pour une raison inconnue, Kyriel conserve des troupes en réserve, ce qui lui coûte sans doute la victoire. Alors que la bataille se poursuit et que les combats sont toujours indécis, on distingue soudain à l'horizon un corps de cavaliers venant du sud. Les Anglais poussent des cris de joie, pensant qu'il s'agissait là des hommes de Somerset venus les secourir. Mais au fur et à mesure que cette armée avance, les lys des rois de France apparaissent sur les enseignes. C'est Richemont, à la tête de 300 lances et 800 archers qui arrivent de Saint-Lô. Les cris de joie des Anglais s'étranglent. Malgré l'arrivée de Richemont, les Anglais sont toujours supérieurs en nombre. Cependant, ils ne sont pas préparés à affronter un ennemi sur deux fronts différents. Le connétable traverse alors rapidement la rivière pour décider de la marche à suivre avec Clermont, tandis que le gros des forces nouvellement arrivées reste sur l'arrière des Anglais. Pendant ce temps-là, Kyriel ordonne à Gough de se redéployer pour faire face à l'arrivée de l'armée de Richemont. Alors que les Anglais manœuvrent, l'avant-garde de la cavalerie bretonne, menée par Tugdual de Kermoisan, saisit l'opportunité pour traverser un petit pont, tout en anéantissant les troupes anglaises encore sur leur chemin. Richemont, de retour parmi ses hommes, attaque le flanc anglais, pendant que le gros des troupes françaises charge frontalement les lignes ennemies. La bataille fait rage, mais petit à petit, le combat tourne à l'avantage des Français. Les lignes anglaises sont enfoncées, disloquées, et les fuyards sont obligés de se replier en catastrophe vers Formigny. Alors que le combat fait rage, Pierre de Brézé, avec une centaine de cavaliers, a contourné le champ de bataille pour déloger les Anglais de leur bastion, les empêchant ainsi de s'y replier. Tandis que Kyriel tente désespérément de rassembler ses hommes réfugiés dans le village, Pierre de Brézé charge sur l'arrière des Anglais qui doivent faire face à un troisième front. À ce moment-là, les paysans des environs sortent leurs armes et décident de participer à la victoire et ainsi de se venger de toutes les exactions subies. Si l'armée française laisse la vie sauve aux Anglais qui se rendent, les villageois sont eux sans pitié et massacrent jusqu'au dernier les archers et les hommes d'armes sur lesquels ils tombent. L'armée anglaise principale est annihilée. Seul Gough parvient à s'échapper et à prendre la route de Bayeux puis de Caen pour y rejoindre Somerset. Kyriel sera lui fait prisonnier, tout comme 1200 de ses hommes. Au soir du 15 avril 1450, la Normandie anglaise est définitivement perdue. Le désastre est total. On dénombre 3800 Anglais morts, tandis que du côté français, les pertes sont bien moindres. Les chroniqueurs de l'époque prétendent qu'il n'y a eu qu'une dizaine de morts parmi les soldats de Clermont. La réalité se situe plus probablement autour de 500 morts vu la violence des combats. L'armée de secours anéantie, les garnisons anglaises n'avaient plus de secours à attendre. Avranches, Vire et Bayeux tombent entre les mains des Français, puis c'est le siège de Caen qui s'organise. L'artillerie y fait des ravages, des brèches sont faites dans la muraille de la ville. Et finalement, le 24 juin, Somerset capitule sans attendre l'assaut final.
le 6 août, Charles VII fait son entrée triomphale dans Caen. Comme à Rouen, le roi décrète une amnistie générale. Et les derniers points de résistance anglais dans le Cotentin tombent rapidement par la suite. Cherbourg est la dernière ville à rentrer dans le giron français, le 12 août 1450. En un an, la reconquête de la Normandie a été complétée. Avec une armée soldée toute l'année, Charles VII avait rompu le cycle des chevauchées et des sièges à recommencer chaque année. 15 ans de réformes administratives, financières et militaires venaient de porter leurs fruits. La Normandie de nouveau française, après 3 décennies de domination anglaise, Charles VII peut maintenant se tourner vers le dernier acte de cette reconquête, la Guyenne. Merci à tous les tipeurs qui soutiennent mon travail et qui participent au développement de la chaîne, et à bientôt pour le prochain épisode.